Tout le monde a-t-il adopté l'uniforme de Tango? En effet, selon des informations récentes, la Corée du Nord a envoyé des centaines de soldats pour aider la Russie dans l'effort de guerre, et c'est la première fois que ces hommes participent à des combats en Europe. Cette augmentation surprenante aura un impact considérable sur la guerre, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. D'un point de vue tactique à un point de vue diplomatique, cela ouvre une grande boîte de Pandore. Dans ce résumé, j'utiliserai une analyse historique des renseignements déclassifiés et des messages diplomatiques pour déterminer comment la Corée du Nord pense que ce mouvement l'aidera, comment il modifiera le champ de bataille et si nous avons une preuve concrète que la Corée du Nord est réellement stationnée en Russie. Je vous présente la pièce à conviction A, 2 vidéos envoyées sur Telegram par des blogueurs militaires pro-Kremlin qui ont finalement permis aux services de renseignement américains de vérifier que des milliers de soldats nord-coréens se trouvaient sur le sol russe. Leur empreinte élargie est visible dans la pièce à conviction B. D'autres images satellites des services de renseignement sud-coréens et de multiples films géolocalisés supplémentaires ont permis de vérifier leur présence dans 5 bases différentes. Supposons pour les besoins de l'argumentation que ces rapports soient exacts. Alors, outre leurs idéologies approuvées par l'État, qu'apportent réellement ces soldats nord-coréens sur le champ de bataille? J'ai vu diverses estimations préliminaires. Le 30 octobre, le Pentagone a porté ce nombre à 10-0 alors que le gouvernement américain avait d'abord prévu qu'il ne s'agirait que de 3-0 soldats. Selon d'autres sources, telles que les services de renseignement sud-coréens, ce chiffre s'élevait à 13-0 soldats nord-coréens et augmentait rapidement. Selon certains témoignages, ils essayent de passer à 12-0 soldats d'ici décembre 2024, d'où, je pense, l'idée erronée. Quoi qu'il en soit, cela nous donne une estimation approximative, n'est-ce pas? Cela représente suffisamment de personnes pour remplir un petit stade. À titre de comparaison, pour en savoir plus, on estime que 600 soldats russes se trouvent dans la région participant au conflit contre l'Ukraine. D'un certain point de vue, 12-0 nord-coréens, c'est peu. Dans un conflit qui tue jusqu'à 200 soldats par jour, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas la question principale, nous le verrons dans un instant. Les services de renseignement de la Corée du Sud affirment qu'il s'agit d'opérateurs des forces spéciales et d'experts en artillerie nord-coréens. Il s'agit en particulier de la 11e armée de Corée du Nord. Il s'agit d'une unité d'élite. Selon le chef des services de renseignement ukrainiens, M. Boudanov, l'accord entre la Russie et la Corée du Nord comprend également 500 officiers et 3 généraux pour soutenir le combat, a déclaré Go Myung-young, chercheur principal à l'Institut sud-coréen de stratégie de sécurité nationale affilié à l'État, dans une interview accordée au Financial Times. Cela me laisse penser qu'ils combattront sous leur propre structure de commandement et leur propre unité, très probablement au lieu d'être mélangés à des formations russes. Petite parenthèse, je vous prie de m'excuser, selon de nouvelles informations publiées début novembre, il se peut que ce ne soit pas le cas et qu'une grande partie de ces forces nord-coréennes combattent ensemble quelque peu dispersées et placées dans des unités russes. Nous en reparlerons plus tard, ces forces n'utilisent malin pas leurs propres artilleries ni leurs propres véhicules blindés. La Russie les envoie plutôt à Saratov pour qu'ils apprennent à utiliser les systèmes d'armes russes à l'école supérieure de commandement de l'artillerie. La Corée du Nord a-t-elle des troupes à revendre ? On estime qu'elle dispose d'1 million de soldats. Toutefois, selon la manière dont ces niveaux sont classés, le corps d'assaut, mieux équipé, se compose d'une dizaine de brigades dont les effectifs combinés sont compris entre 80-0 et 200-0 hommes. Cette unité a toujours été chargée de mener les opérations d'infiltration les plus risquées contre la Corée du Sud. Selon un article de Keith Johnson de Foreign Policy, une partie de ces opérations dépendra de la capacité des soldats nord-coréens à utiliser les armes russes, la logistique russe et les tactiques russes. En représailles, l'Ukraine a modifié sa ligne téléphonique d'urgence qui est désormais disponible en coréen et que vous pouvez utiliser pour faire défection ou vous rendre. L'Ukraine vous abritera, vous nourrira et vous gardera au chaud. 3 repas chauds par jour, des soins médicaux, ajoute-t-il, avant de conclure. Au début du mois de novembre, il semble que l'opération ait remporté un premier succès avec certains des bataillons les moins disciplinés. 18 soldats nord-coréens auraient fui leur poste. Normalement, lorsque j'entends parler de forces étrangères, je ne suis pas très enthousiaste. Des combattants étrangers du monde entier ont déjà rejoint la bataille. Des Américains, des Britanniques, des Latino-Américains, des Chinois, des Tchétchènes et presque tous les autres pays doivent se battre pour les 2 camps. Cette situation est toutefois très différente de celle de la Russie qui a recruté à Cuba, au Népal, au Yémen, au Sri Lanka et en Inde en particulier. Les énormes soldats conventionnels sont déployés pour la première fois. L'observation directe de leurs opérations logistiques m'inquiète. Une vidéo du centre d'entraînement russe de Sergueïevski montre des soldats nord-coréens revêtus d'uniformes russes avant d'être envoyés au combat. C'est le fait que nous assistions à une opération de mise à l'échelle qui a attiré mon attention.
J'ai déjà fait l'expérience de la machinerie logistique de la guerre et je sais donc à quoi ressemble la préparation d'un conflit à grande échelle. Dans cette sorte de chaîne de montage, vous prenez votre sac de couchage, puis votre chapeau et enfin vos bottes. Ce système est expressément conçu pour pouvoir s'étendre à des centaines de milliers de personnes si nécessaire. Je ne crois pas que les 12 zéro soldats nord-coréens soient la seule raison pour laquelle ce déploiement a surpris le monde entier. C'est parce qu'ils pourraient simplement décider d'augmenter le nombre de soldats à 120 zéros dans l'année ou les 2 années à venir. Pour cette raison, il semble que les gens exagèrent la situation. À l'avenir, cette ressource pourrait être déployée pour empêcher Poutine d'encourir les coûts politiques de l'application d'un appel sous les drapeaux en Russie. Je surveille le développement des infrastructures pour voir s'ils font un effort pour s'adapter à l'augmentation des troupes. Cela prend du temps. Déployer 100 zéro soldats demain n'est pas une option. La construction de casernes supplémentaires pour accueillir plus de troupes est un domaine que les services de renseignement américains surveilleront. Afin de recueillir des informations sur la taille des chaussures, des vêtements et des coiffures des soldats, l'armée russe a même créé des questionnaires en coréen. Tout cela indique qu'il s'efforce d'accélérer et de simplifier la procédure. Vladivostok est le site d'entraînement où les soldats nord-coréens de la RPDC sont vus en train de s'équiper. La gare la plus orientale du Transsibérien est proche de la frontière entre la Russie et le Nord. Cela nous laisse penser que les soldats sont d'abord transportés par un avion cargo ou, selon les services de renseignement américains, par un navire cargo. En fait, la Russie utilise cette région comme terrain d'étape pour ses forces avant de les diriger vers l'ouest en direction de la frontière ukrainienne. Avant le niveau, il y a un écran de chargement. Juste avant Moscou, le train descendrait probablement à Nijni Novgorod. Le voyage devrait durer environ un mois, porte à porte, de la Corée du Nord à la ligne de front ukrainienne, au rythme le plus rapide possible. La distance entre la Corée du Nord et la ligne de front ukrainienne est d'environ 500 miles. Depuis qu'ils ont commencé à transporter les systèmes d'armes et l'artillerie il y a un an, cette ligne logistique est bien établie. Ces troupes nord-coréennes ne se contentent pas d'arriver dans leurs vêtements habituels avec leurs armes standards, comme cette arme à l'allure de Super Soaker qui semble tout à fait normale d'après les rapports des services de renseignement. Non, ils sont complètement transformés en Russes, avec des vêtements, des armes, des munitions et de la cuisine russe, ainsi que de faux documents d'identité russes. Pourquoi? Peut-être pour les camoufler et donner l'impression qu'ils appartiennent aux Bouriats, un groupe ethnique originaire du sud-est de la Sibérie. Pourquoi les Bouriats? Tout simplement parce qu'ils ont l'air plus asiatiques que la majorité des Russes. La Russie les appelle la division spéciale Bouriat, mais il y a une raison pratique à cela et je pense que c'est pour s'assurer qu'ils ne seront pas interrogés en tant que Nord-Coréens potentiels s'ils sont appréhendés. Cela ajoute également un degré de déni plausible au déploiement dans son ensemble, puisque les gouvernements nord-coréens et russes continuent de nier l'existence même de ce déploiement. Ne croyez pas ce que vous voyez. En ce qui concerne la soi-disant coopération militaire avec la Russie, ma délégation ne ressent pas le besoin de commenter à ces rumeurs stéréotypées sans fondement visant à salir l'image de la RPDC et à saper les relations légitimes d'amitié et de coopération entre des États souverains, a déclaré un représentant nord-coréen à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous remarquerez qu'il ne l'a jamais explicitement rejeté, il a simplement déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire. Cependant, pourquoi la vidéo des troupes nord-coréennes serait-elle divulguée par des blogueurs pro-Kremlin si la ligne officielle du gouvernement nie son existence? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. La vidéo peut avoir été divulguée par des blogueurs pro-Kremlin dans le but de remonter le moral des troupes russes en démontrant leur prouesse militaire et en apportant la preuve d'un soutien extérieur, même si le gouvernement le nie pour d'autres raisons diplomatiques. Ou, ce qui est au moins probable, je pense que ces auteurs sont peut-être tout simplement plus soucieux d'augmenter leur nombre d'abonnés que de gérer les répercussions diplomatiques. Peut-être sont-ils plus préoccupés par les clics et les abonnements que leurs confrères. De nos jours, les likes et les followers sont plus importants que l'honnêteté. Cependant, la Corée du Nord a complètement changé de position à la fin du mois d'octobre. Elle a affirmé que cela n'aurait pas d'importance car tout déploiement de troupes en Russie serait conforme au droit international. Le message diplomatique de Moscou a également changé. Poutine n'a pas nié que la Corée du Nord avait envoyé des troupes en Russie pour le sommet des BRICS. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la Corée du Nord serait le deuxième État doté de l'arme nucléaire à se joindre à ce conflit et le premier État tiers à envoyer une force conventionnelle importante si ces informations sont exactes. C'est ce à quoi les analystes faisaient référence lorsqu'ils ont averti que le conflit en Ukraine s'étendrait à d'autres régions du monde. Cependant, je me pose une grande question que je ne vois pas beaucoup d'autres discuter ici. Pourquoi la Russie accepterait-elle la possibilité d'une escalade et fournirait-elle potentiellement une excuse pour envoyer davantage d'armes et d'aide à l'Ukraine ou pour envoyer des troupes de l'Ouest? Les nations baltes d'Europe, comme la Pologne et la Lituanie, se préparent déjà à envoyer des soldats en Ukraine ou à tout le moins l'envisagent.
Je pense qu'il est plus utile de lire ce que les politiciens et les chefs militaires d'autres pays ont à dire que de lire des articles et des périodiques pour essayer de prédire ce qui va se passer. C'est pourquoi le représentant Mike Turner a déclaré sur X que les États-Unis devraient envisager sérieusement une action militaire directe contre les forces nord-coréennes si elles attaquaient le territoire souverain de l'Ukraine. C'est là que la fenêtre d'Overton s'est déplacée. Nous discutons actuellement de la possibilité de déployer des forces américaines. Pour être clair, cela n'a rien à voir avec le fait que je sois ou non d'accord avec cette déclaration, Mike Turner étant à la tête de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, qui est chargée de réglementer la législation relative aux opérations de renseignement. Son avis est bien plus important que le mien. Il suggère que les États-Unis fixent une limite et il souhaite rencontrer le président à huis clos pour en discuter les raisons. Au sein du gouvernement américain, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est un autre personnage très puissant. Il reste à voir ce qu'ils font exactement, a-t-il fait remarquer. Outre les effets sur l'Europe, la région Indo-Pacifique sera également touchée s'ils sont co-belligérants et ont l'intention de mener cette guerre au nom de la Russie. Le premier groupe de 200-600 soldats nord-coréens devrait être transporté à Koursk au moment de la sortie du film début novembre, selon l'agence de renseignement ukrainienne, bien que cela semble encore incertain pour l'instant. Ils se battront déjà. J'ai constaté que relativement peu de personnes se concentrent sur cette distinction cruciale. Selon les évaluations des services de renseignement, l'objectif de ces Nord-Coréens est de reprendre Suja dans la région occupée par l'Ukraine à Koursk, en Russie. Suja est la ville la plus grande et la plus importante que l'Ukraine contrôle actuellement à l'intérieur de la Russie. L'escalade ne sera peut-être pas aussi importante si ces troupes nord-coréennes sont utilisées uniquement pour des opérations de combat sur le territoire russe et non sur le territoire ukrainien occupé par la Russie. D'un point de vue plus tactique, les 12-0 soldats nord-coréens feront-ils une différence significative dans cette situation? Selon les services de renseignement américains, la Russie dispose actuellement d'environ 50-0 soldats sur son territoire et aurait besoin d'environ 100-0 hommes pour repousser complètement l'Ukraine. Toutefois, en théorie, des renforts supplémentaires pourraient suffire à inverser la tendance. Les deux parties ont beaucoup à perdre à Koursk et le conflit est plus politique que stratégique, ce qui permet de comprendre pourquoi la Russie a décidé que le danger de la présence de troupes nord-coréennes valait la peine d'être pris en compte. L'Ukraine pourrait être en mesure de faire pression sur Poutine pour qu'il fasse des compromis lors de futurs pourparlers de paix et négociations si elle peut maintenir la région. La question de savoir si 12-0 soldats nord-coréens concentrés en un seul endroit suffisent à faire la différence dépend d'un certain nombre de circonstances que nous examinerons dans un instant. Des rapports ont fait surface à la fin du mois d'octobre, indiquant que certains soldats russes exprimaient déjà des inquiétudes quant à l'intégration de certains de ces Nord-Coréens dans leur unité. D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il est encore tôt, mais ils parlent d'un véritable gâchis. Ils ont dit, je cite, « Qu'est-ce qu'on fait d'eux, bordel ?» dans une émission de radio que l'Ukraine a interceptée. Terminez la citation, ils n'ont qu'un interprète pour 3 hauts fonctionnaires. Bien que le scénario soit encore en cours d'élaboration, les premiers messages interceptés par Signet suggèrent que chaque bataillon de 30 combattants nord-coréens aura 3 soldats russes désignés comme conseillers. Ces interceptions ukrainiennes affirment avoir capturé des militaires russes discutant avec les Nord-Coréens sur un ton frustré. Ils donnaient l'impression de les surveiller pendant qu'ils transmettaient. Cet enregistrement a été réalisé par un espion ukrainien sur un soldat russe. Comme vous pouvez l'entendre dans la traduction, il a exprimé sa colère contre l'ordre de son commandant de remettre les véhicules blindés russes aux soldats nord-coréens nouvellement arrivés. Dans une autre interception, un soldat russe les a qualifiés de façon désobligeante de chinois. Il convient toutefois de noter qu'à ce jour, aucune agence n'a été en mesure de confirmer de manière indépendante ces enregistrements audio. La Defense Intelligence Agency, ou DIA, a estimé que de nombreux Nord-Coréens fuiraient probablement les lignes de front et elle pensait qu'une équipe avancée avait déjà atteint le front si l'on se fie vraiment à l'Ukraine lorsqu'elle le dit. Cependant, le deuxième aspect intrigant lié à cette question est le niveau d'expertise que les combattants nord-coréens posséderont. En effet, leur capacité à forcer l'Ukraine à quitter la Russie en sera grandement affectée. Il s'agit d'un scénario en cours d'élaboration, je dois vous le dire. Il existe donc de nombreux points de vue différents à ce sujet. Selon l'une des hypothèses que j'ai vues, le ratio sera de 3 forces spéciales sous la forme de soldats nord-coréens hautement qualifiés pour 100 troupes normales envoyées. Les 1-500 forces spéciales nord-coréennes déployées dans l'extrême-orient russe sont similaires aux unités de niveau 2 comme les bérets verts, qui se concentrent sur la guerre non conventionnelle et l'infiltration, selon l'analyste de la défense Ju Hong-Kim, maître de conférence à l'Institut de gestion de la sécurité et spécialiste de la région, à qui j'ai posé cette question. Bien que les 10-500 soldats restants qui devraient être envoyés comprennent
probablement non seulement des forces spéciales, mais aussi des logisticiens et des techniciens qui soutiennent les opérations de la Russie dans diverses positions non combattantes. Ils n'ont pas la même expérience du combat dans le monde réel que leurs homologues occidentaux. Kim soulève un très bon point. Pour être honnête, de nombreuses blagues sont faites sur le fait que les soldats nord-coréens souffrent actuellement de la faim et qu'ils finiront par être autorisés à manger. Il plaisante également sur le caractère ridicule de leur entraînement. Du point de vue de la Russie, l'avantage n'est peut-être pas entièrement tactique, même si j'en suis persuadé, 12 soldats russes de moins devraient périr en conséquence, et c'est tout, le coût politique est moindre. De plus, le montant de la solde des soldats nord-coréens est sans doute inférieur à celui des militaires russes. Selon les dernières informations disponibles, les primes d'enrôlement en Russie peuvent s'élever à 50 $, en une seule fois. Trouver des Russes désireux de se battre en Ukraine devient de plus en plus coûteux dans cette économie de l'offre et de la demande. Comment se fait-il que les services de renseignement américains semblent se prédire tout cela avant même que cela ne se produise? Steve Lipsups fournit le synopsis idéal pour décrire tout cela. Il combine des informations provenant de toutes les sources de renseignement. Pour ceux qui ne sont pas fans d'anime, il s'agit soit d'êtres humains, soit de renseignements dérivés de sources humaines. Les SIGINT sont des informations obtenues à partir de sources électriques ou de signaux. Le renseignement géospatial est appelé GeoInt. Il s'agit en fait d'un grand nombre de cartes. Le résultat qu'ils produisent à l'intention des dirigeants est connu sous le nom d'Intrep ou rapport de renseignement de l'armée. Chris, je vous remercie de m'avoir confié cette tâche et de m'avoir accordé du temps d'antenne. En outre, j'adore vos cheveux. Je reviens vers vous, Chris, c'est absurde. Je suis connu pour être une grande cuillère. Ne manquez pas de visiter leur chaîne YouTube et leur compte Instagram. Ils ont des comptes rendus comme ça qui sont drôles. Merci d'avoir transmis cela, stevelipsup.com. Comment en sommes-nous arrivés à la situation où la Corée du Nord agit essentiellement comme une agence temporaire pour les activités militaires russes? Les deux pays ont une longue histoire commune. Pour faire simple, l'Union soviétique a servi d'intermédiaire entre le communisme et la Corée du Nord après la Seconde Guerre mondiale en installant Kim Il-sung à la tête du pays en 1948. C'est un peu comme si vous aviez un ami parce que vos parents partageaient la même chambre. Pendant la guerre de Corée, la Russie a secrètement apporté une aide substantielle à la Corée du Nord. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, la Corée du Nord rend l'appareil. Un traité de partenariat stratégique global qui est essentiellement une alliance militaire obligeant une partie à défendre l'autre a été signé par les deux parties. La Russie et la Corée du Nord collaborent depuis août 2023, date à laquelle des rapports des services de renseignement ont montré que les Nord-Coréens avaient envoyé des millions de missiles et de munitions d'artillerie. Lorsque les services de renseignement sud-coréens ont déclaré avoir eu des soupçons à ce sujet, nous en avons parlé en juin 2024, des images de drones en provenance d'Ukraine ont révélé la présence de véhicules blindés nord-coréens sur les lignes de front, notamment des systèmes de missiles anti-chars autopropulsés Bolsa, 4-6 semaines après la conclusion de l'accord en juin. Nous surveillons donc l'augmentation progressive de l'aide qui comprend désormais du personnel envoyé à la Russie. Bien que les Nord-Coréens soient employés dans des camps de travail russes depuis des décennies, la première vague de troupes est arrivée au début du mois d'octobre avec un effectif d'environ 500 personnes. À ce moment-là, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles des officiers nord-coréens avaient été tués lors d'un tir de missile sur les lignes de front près de la région de Donetsk à l'intérieur de l'Ukraine. Kremlin Snuffbox, une chaîne télégraphique russe, a rapporté que certains d'entre eux avaient été blessés et avaient reçu des soins médicaux à Moscou. Je n'ai pas inventé leur nom. Toutefois, il se peut que l'attaque n'ait pas franchi la frontière reconnue des forces conventionnelles nord-coréennes sur le territoire ukrainien, car il ne s'agit que de quelques conseillers. Certes, la Corée du Nord a déjà envoyé des troupes dans un conflit étranger, mais seulement un petit nombre de pilotes pour soutenir le Nord-Vietnam. Il s'agit de son premier déploiement d'envergure à l'étranger et les capacités russes en matière de logistique et de projection de puissance jouent un rôle majeur. Et la Corée du Nord n'ayant pas fait la guerre depuis les années 1950, certains pensent que cela lui permettra d'acquérir de l'expérience. Toutefois, je pense que cela est tout à fait insignifiant par rapport à leurs autres objectifs. La Russie retarde depuis des décennies la mise au point de la technologie des missiles dont la Corée du Nord a besoin. En plus de ses armes nucléaires, elle espère développer des missiles plus avancés, plus précis et de plus longue portée. En fait, la Corée du Nord veut démontrer qu'elle peut utiliser des fusées pour attaquer le territoire américain. Elle espère démontrer sa capacité à frapper des villes américaines de la même manière que les roquettes iraniennes ont récemment frappé un aérodrome israélien. Elle pourrait y parvenir avec l'aide de l'expertise de la Russie. Nous discutons également de la possibilité de les aider à développer un système de surveillance basé dans l'espace. En outre, la Corée du Nord aura probablement recours à l'influence diplomatique car, en échange, elle pourrait demander à la Russie d'assurer sa sécurité par l'intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, un peu comme l'Inde l'a fait après l'aide qu'elle lui a apportée pendant la Première Guerre mondiale.
D'une certaine manière, le pays de Kim Jong-un s'est ainsi évadé de sa prison géopolitique. Selon le New York Times, la Corée du Nord possède désormais des actifs qu'un grand État est prêt à payer pour la première fois depuis des décennies. Yoon Suk-yeol, le président de la Corée du Sud, a été contraint de tenir une réunion d'urgence en réponse à tout cela. Plus tard, il a publié une déclaration avertissant que la Corée du Sud pourrait maintenant choisir de répondre ouvertement en envoyant des armes en Ukraine. Les responsables sud-coréens ont accepté de mettre en œuvre des contre-mesures dites graduelles qui lient l'intensité de leur réponse au degré de coopération décidé par la Russie et la Corée du Nord. Il s'agit simplement d'une façon élégante de dire « règle de la cour de récréation ». Je te donne un coup de pied si tu me donnes un coup de pied, je te donne un coup de pied si tu me donnes un coup de pied, et je te donne un coup de poing si tu me donnes un coup de poing. Différentes analyses de la réaction de la Chine m'ont été présentées. Selon certains analystes, la Chine décourage cette démarche parce qu'elle ne veut pas voir la Corée du Nord devenir plus puissante. D'autres citent l'insistance de Xi Jinping sur une désescalade rapide et la prévention de l'entrée de personnes extérieures dans le conflit. Selon un article du New York Times du 31 octobre 2024, le gouvernement américain estime que la Chine n'est pas satisfaite de l'engagement de la Corée du Nord en Ukraine, car il implique l'Europe dans les questions de sécurité et de défense de l'Asie de l'Est. Selon le New York Times, la Chine ne souhaite pas compromettre ses échanges commerciaux dans cette région. Il semble que le département d'État ait maintenant abordé la question directement avec les responsables chinois. Preston Stewart et moi-même discutions justement du fait qu'il est fascinant que ces journaux révèlent exactement ce que les responsables gouvernementaux pensent en coulisses. C'est un moyen pour eux de tâter le terrain de manière anonyme avant de mettre en œuvre un quelconque changement de politique. Les services de renseignement américains tentent de connaître la position de la Chine sur le déploiement nord-coréen. Je trouve inquiétant que ces pays soient manifestement proches les uns des autres sur le plan idéologique. Ils sont tous communistes et je crois qu'ils veulent tous voir les plus faibles. Je pense que l'examen des précédents nous aide à comprendre les modèles de comportement en cas de conflit. Il nous permet de prédire avec plus de précision les raisons et les résultats d'activités contemporaines comparables. Le déploiement peu connu de 140 soldats indiens en Europe dans le cadre de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale est, à mon avis, l'une des similitudes historiques les plus étroites, en raison de leurs pertes importantes lors de l'assaut mené par les Britanniques à Noël en 1915. Les Britanniques ont été en mesure d'augmenter leurs troupes sur le front occidental, bien qu'ils aient été débordés dans plusieurs domaines. Mais regardez bien ceci. Après la guerre, les dirigeants indiens ont tiré parti de leur contribution à la Première Guerre mondiale pour faire pression sur le gouvernement britannique afin qu'il leur accorde une plus grande autonomie politique. C'est logique, vous attendez quelque chose en retour lorsque vous abandonnez quelque chose pour un effort de guerre, n'est-ce pas? Je ne me sacrifierai pas pour vous en vain. Voyons voir, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il s'agit d'un thème récurrent essentiel. Le deuxième point historique que j'évoquerai est qu'il existe de nombreux exemples au cours de l'histoire où la participation directe de soldats d'autres nations a entraîné une escalade occasionnelle des conflits qui sont passés de conflits locaux à des conflits plus importants, voire à des conflits internationaux. Ces avancées ont déjà un impact significatif sur une politique de longue date. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a déclaré à Politico que les pays européens devraient reconsidérer la proposition de la France d'envoyer des troupes en Ukraine. La mesure dans laquelle ce partenariat pourrait transformer les combats contemporains apparaîtra clairement dans les mois à venir. Pour plus d'analyse militaire, veuillez cliquer sur les boutons j'aime et ou s'abonner si vous avez trouvé cette répartition utile.